Dans les années 2000, avec l'avènement de la BI et la démocratisation des data warehouse, tout le monde voulait son dashboard ou son tableau de bord. On voyait ça comme la solution miracle pour piloter son entreprise ou son activité. 20 ans plus tard, j'ai l'impression que l'engouement est toujours là, quoique fortement disputé par l'intelligence artificielle, mais qu'on n'est toujours pas d'accord sur les définitions et qu'en fait les progrès en termes de visualisation de données ont apporté plus de confusion que de bénéfices aux dirigeants pour piloter leur entreprise. Donc nous allons voir comment on peut s'inspirer de notre quotidien pour guider notre design de tableau de bord et les rendre plus efficaces et attrayants en se mettant dans la peau d'un designer d'intérieur. Tout d'abord, ce n'est pas parce que quelqu'un vous réclame de l'information de façon pressante qu'il faut lui servir tout et n'importe quoi. Surtout si ce menu est un menu régulier qui va devoir se farcir de façon mensuelle, hebdomadaire, voire quotidienne. Personnellement, je pense que cette personne est après non pas de l'information générale, mais des insights. Alors désolé pour l'anglicisme, j'ai pas trouvé de traduction française satisfaisante, mais qu'est-ce que c'est les insights? C'est une compréhension claire, profonde et parfois soudaine d'un problème ou d'une situation complexe. Alors j'ai un petit test en 3 étapes pour vérifier qu'une information est un insight. Le premier, tiens, je savais pas ça. C'est quelque chose que j'ignorais ou dont je ne mesurais pas l'amplitude. Deuxièmement, c'est quelque chose que je veux vérifier. Ça me surprend tellement qu'il faut d'abord que je vérifie que ce soit vrai. Et enfin, une fois que j'ai vérifié que c'était vrai, j'ai envie de le partager parce que j'estime que cette information est pertinente, pas seulement pour moi, mais pour d'autres. Alors si on reste sur les définitions, on peut définir la cuisine comme un lieu pour préparer des repas et de la même façon, un dashboard est un lieu ou un outil pour préparer des insights. Si on s'intéresse à l'histoire de la cuisine qu'on connaît en tant que pièce qui permet de stocker, préparer et consommer des aliments, est assez nouveau. Il date que du XXe siècle en fait. Alors j'espère que cette présentation va nous permettre d'arriver à un bon dashboard de façon un peu plus rapide que pour l'évolution des cuisines. Donc la première leçon qu'on peut tirer des cuisines, c'est que tout tient sur un écran, sur un même espace. On a mis en œuvre des efforts pour centraliser l'information, pour croiser les données. Ça n'est pas pour ensuite les disséminer dans une multitude de rapports, une multitude d'onglets dans un rapport, ou une multitude un rapport très long où il faut scroller. Là, vous voyez 2 exemples de cuisine dans des tiny house. Alors l'espace a beau être très réduit, on reconnaît tout de suite qu'il s'agit de cuisine, même si elles sont assez différentes dans leur design. Pourquoi on reconnaît qu'il s'agit de cuisine? Parce qu'elles ont toutes les deux des éléments clés qui permettent de reconnaître des cuisines. C'est la même chose pour le dashboard, on veut insérer des éléments clés. Alors quels sont ces éléments clés dans le cadre du dashboard? Il s'agit tout d'abord d'un titre évident pour savoir ce que l'on regarde. Ensuite, on veut savoir quelle période est couverte, ici l'année 2020. On veut savoir la dernière fois qu'il a été mis à jour. On veut des indicateurs principaux ou des KPI. On veut comparer un objectif pour savoir si la situation est alarmante ou rassurante. On veut une évolution temporelle pour savoir si elle s'améliore ou se détériore. Ensuite, on veut pouvoir découper l'information selon différentes dimensions d'analyse. C'est le cas avec nos barres graphes. Et enfin, on veut des filtres pour pouvoir interagir avec le dashboard et explorer les données. Tout comme pour les cuisines et pour les repas, ça commence par des ingrédients frais. Si on n'a pas des données fraîches et de qualité, les insights qu'on va pouvoir en tirer sont à remettre en question. Donc on veut investir dans des données de qualité, mais aussi des indicateurs de qualité qu'il faut valider avec des utilisateurs finaux du dashboard. Si on reprend l'exemple des cuisines dans les tiny house, on voit aussi que ces 2 cuisines se ressemblent, mais pas tout à fait. Et puis que pour stocker les ustensiles, en fait, on utilise plein de méthodes différentes. C'est-à-dire qu'on va avoir des placards, on va avoir des tiroirs, on va avoir des crochets pour suspendre les choses, etc. Donc, pour la même utilisation, on a différentes façons de le faire. C'est la même chose avec les dashboards. On veut marier différentes vises pour offrir différentes perspectives sur les données. Donc, ça offre 2 aspects. C'est une variété pour l'œil. Esthétiquement, c'est plus plaisant. Et en plus, ça offre plusieurs perspectives sur les données. Donc, si on reprend l'exemple du dashboard d'avant, on a une carte, par exemple, sur Power BI, ça s'appelle une carte ou un gros KPI. On va avoir ici une boulette graphe ou une jauge baromètre qui nous permet de voir si on a atteint l'objectif qui est signifié par la barre verticale. On va avoir une courbe, un graphe ligne, également des graphes en barre qui sont simplissimes mais qui font l'affaire dans 90% des cas. Et puis des petites icônes qui permettent de s'y retrouver un petit peu mieux sur le dashboard. Troisièmement,
Comme dans les cuisines, on a des choses à stocker, mais on veut aussi que ce soit joli. Donc là, en fait, on voit qu'on a des pots qui ont toutes les pattes dedans, mais qui offrent un aspect visuel. Donc c'est pas de la décoration en tant que telle, mais c'est la forme qui rejoint la fonction. C'est la même chose pour les tableaux de bord. On combine forme et fonction. Soit pour un graphe, le titre devient la légende, donc on s'affranchit d'avoir besoin de mettre une légende quelque part, de caser une légende, on gagne de l'espace et c'est plus clair. Ou ça peut être un graphique qui sert également de filtre. Alors là, on arrive à la cuisine que j'appelle patouche, parce qu'on sait pas trop comment il faut la manipuler, cette cuisine. Moi, je suis arrivée dans cette cuisine à 3 heures du matin de nuit et je voulais juste me faire un thé parce que je crevais de froid. Et j'ai mis un petit temps avant de comprendre comment fonctionnaient les placards. Mais comme j'étais experte en cuisine, vu que ça fait des années que j'utilise des cuisines, je savais que c'était des placards et que la tasse que je cherchais pour me faire le thé était derrière ces placards. Donc après avoir essayé de tirer dessus, j'ai compris qu'il fallait les pousser pour les ouvrir. En revanche, les utilisateurs de dashboard sont pas forcément aussi experts en la matière et donc ça mérite parfois d'indiquer l'interactivité. Et l'indiquer, c'est peut juste être une petite mention grisée en italique, cliquez ici pour filtrer, par exemple. Ça peut être des infobules, mais selon la maturité des utilisateurs, on veut indiquer l'interactivité pour être sûr que l'outil est utilisé pleinement. Ensuite, une fois qu'on a indiqué l'interactivité, on veut savoir ce qui s'est passé. On veut indiquer à l'utilisateur qu'il s'est passé quelque chose, qu'il a fait une action. Donc pour l'exemple du frigo, en fait c'est facile, quand on ouvre un frigo, c'est évident que le frigo est ouvert, la porte est ouverte, ça nous saute aux yeux. Quand on presse le bouton pour la bouilloire, on est bien content qu'il y a un petit voyant qui nous indique qu'on a pressé le bouton et que l'eau est en train de bouillir. Et enfin, comme pour les cuisines, on n'a pas forcément envie d'être dans la cuisine pour savoir ce qui s'y passe, surtout quand les choses brûlent. On a envie d'avoir des alertes sur les tableaux de bord quand des indicateurs passent sous des seuils prédéfinis. Donc la leçon numéro 7, c'est fournir du feedback. Comment ça s'applique sur les dashboards? C'est par exemple sur la sélection d'un filtre, on va avoir des éléments qui changent de façon très évidente. Donc là, si je change mon filtre, le titre va se mettre à jour avec la date, par exemple. Ou des éléments vont changer outre les graphes. Voilà, on va avoir des petites indications visuelles que l'utilisateur a fait une action sur ce tableau de bord. Enfin, on peut avoir tous les éléments clés, les bonnes pratiques, l'interactivité signifiée, le feedback, etc. Mais que les choses ne soient pas forcément harmonieuses. C'est le cas de cette cuisine, on peut pratiquement faire tous les plats qu'on veut dans cette cuisine, tout s'y trouve. Par contre, ça va nous prendre un petit temps de déblayer ce qu'il n'y a rien à y faire, de comprendre où les choses se trouvent, etc. pour préparer un repas. C'est pareil pour les tableaux de bord, on veut les désencombrer, rétablir l'ordre et l'harmonie. Alors pour l'interactivité et le feedback, ça peut sembler être des détails, mais selon un designer américain, Charles Eames, les détails ne sont pas les détails, ils font le design. Et pour lui, on ne fait pas de l'art, mais on résout des problèmes. En revanche, pour un autre designer américain, Don Norman, qui a notamment écrit Le design des objets du quotidien, la beauté est importante parce que les choses attrayantes et agréables fonctionnent mieux. Elles nous mettent de bonne humeur et nous invitent donc à nous efforcer de comprendre comment les utiliser. D'où l'importance de l'ordre et l'harmonie dans votre tableau de bord. Alors ici, un exemple à ne pas faire. Malheureusement, c'est le genre d'exemple qu'on trouve quand on cherche dashboard sur Internet. 80%, voire plus, des exemples qu'on a à disposition sont de mauvais exemples et donc pas forcément des modèles sur lesquels s'appuyer, d'où le partage de cette vidéo. Donc pour rendre les choses harmonieuses, on limite l'usage de la couleur. Et par exemple, ici sur ce dashboard, il y a une seule couleur pour signifier qu'on n'atteint pas les objectifs. On la réutilise dans la carte là-haut et sur le graphe en barre plus bas. Ensuite, les ventes, le CA représenté, est toujours de couleur vert foncé. Quand on passe à d'autres indicateurs, on utilise d'autres couleurs pour signifier qu'on n'est pas sur la même mesure. Comme exemple, pour rétablir l'ordre et l'harmonie ici, c'est d'aligner par exemple les graphes en ligne. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet de voir sur un seul mois tout ce qui s'est passé et de voir l'évolution de tous les indicateurs en même temps. Rien ne sert de tout mettre sur le tableau de bord au risque de submerger l'utilisateur. Un bon design doit rendre l'outil compréhensible. C'est de Dieter Rams, un designer allemand. On veut faire la même chose pour nos tableaux de bord. Quelle que soit la fonctionnalité, on veut que ce soit propre et ordonné. Il faut penser simplicité, palette de couleurs limitée, police cohérente, graphes alignés, information hiérarchisée.
Après, selon la maturité encore des utilisateurs, on peut passer à des graphes qui sont un petit peu plus subtils, mais qui fournissent plus d'informations, comme par exemple le bullet graph qui est utilisé pour comparer les régions et qui fournit beaucoup d'informations sur le même espace. C'est-à-dire qu'on va avoir à la fois le réalisé, l'objectif en barre verticale, l'année précédente avec la plage grisée, donc 3 informations sur le même espace et avec la couleur, est-ce qu'on a atteint l'objectif ou pas. Alors souvent, ce qui se passe dans les dashboards, c'est qu'on a une tendance, chacun a des préférences pour utiliser certains graphes au détriment, en fait, de comment le cerveau et le duo œil-cerveau interprètent les images. Donc sur cette slide, j'aimerais revenir sur comment utiliser d'autres graphes à la place de certains graphes qui peuvent être usuels. Dans un premier temps, on a en haut à gauche la jauge. Donc la jauge qui est très pratique dans notre voiture parce que le réservoir d'essence est limité. Il a un potentiel limité et on ne pourra jamais le dépasser. Par contre, quand on a un objectif, rien ne nous dit qu'on ne peut pas le dépasser. D'où l'utilisation de la bullet graph à droite qui va nous permettre d'avoir une barre qui peut ou non dépasser l'objectif et on n'a pas besoin d'avoir la jauge qui est forcément finie. Ensuite, au niveau espace, ça prend moins de place. Un autre graphe qui est très utilisé et apprécié parce qu'on sait tout de suite à quoi on a affaire, ce sont les donuts ou les camemberts. On sait qu'il s'agit d'une partie d'un tout, un tout qui est représenté par le cercle et puis qui est découpé en tranches ou en morceaux selon des différentes catégories. Alors, il y a plusieurs problèmes avec ce graphe, c'est qu'il prend beaucoup d'espace, d'une part, et qu'en plus, il est assez difficile à lire puisqu'il faut regarder chaque tranche pour savoir à quoi on a affaire et que c'est très compliqué de discriminer les angles les uns par rapport aux autres, de les comparer. Donc, ça n'ordonne pas forcément les choses. À droite, à la place, choisissez un bar graph qui est simplissime, mais qui permet d'avoir des étiquettes de données alignées, où on peut voir toutes les catégories et où on peut comparer la longueur des segments entre eux. Troisièmement, les graphes en colonne, que j'utilise personnellement très peu. Pourquoi? Parce que c'est compliqué de mettre une étiquette de données, à moins de la mettre de travers. Et personnellement, ça m'intéresse pas trop d'avoir à tilter ma tête pour devoir lire des étiquettes. À la place, une fois encore, les graphes en barre font l'affaire et on peut lire les étiquettes de données de façon beaucoup plus simple. Un graphe qu'on voit beaucoup pour les évolutions temporelles, c'est un graphe en colonne une fois de plus avec une barre, une colonne par année. Alors, en fait, si on veut suivre l'évolution, le graphe naturel, c'est la courbe qui permet de voir les montées et les descentes de façon beaucoup plus rapide et instinctive que les colonnes où le cerveau doit faire un effort de rallier le haut des colonnes entre elles. Ça présente aussi l'avantage que c'est beaucoup plus épuré en termes de graphique. Donc quand on pense évolution temporelle, toujours penser à ligne. Donc c'est le cas quand on fait des graphes combinés. Si on est sur la même échelle, on fait des lignes sur la même échelle. Il n'y a pas de raison d'utiliser pour un indicateur une colonne et pour l'autre une ligne. Ensuite, si on utilise un graphe combiné sur 2 indicateurs qui n'ont pas les mêmes échelles, par exemple quelque chose en euros et quelque chose en valeur absolue, le nombre de produits vendus et le total en euros dépensé par l'utilisateur. On veut 2 axes et naturellement, on va se pencher sur un graphe combiné. Alors en fait, de 2 choses l'une, soit les échelles sont complètement différentes et il se justifie d'avoir 2 graphes, soit on veut comparer l'évolution relative des 2 indicateurs et dans ce cas, il faut ramener les 2 indicateurs sur une échelle commune qui va être le pourcentage de différence par rapport à une échelle de référence. C'est le cas de l'évolution relative ici, où en fait l'échelle est en pourcentage pour les 2 indicateurs et on voit comment les choses évoluent à partir du début. S'il y en a un qui monte de façon drastique et l'autre qui stagne, on va le voir tout de suite. Parce que le problème des échelles, des graphes combinés, c'est que les 2 axes ne sont pas synchro. Donc on ne peut pas s'assurer que les évolutions relatives sont vraiment proportionnelles. Alors enfin, le dernier graphe qui est celui des colonnes empilées, pareil pour moi à proscrire, parce qu'on n'arrive pas à distinguer ni l'évolution globale, parce qu'il faut toujours relier le haut des colonnes entre elles, ni l'évolution relative des différentes catégories dans le graphe avec colonnes empilées. Donc dans ce cas-là, je le transforme en 4 éléments visuels. Celui qui va me dire mon total de vente ici. Ensuite, deuxièmement, on veut avoir l'évolution globale. Donc là, c'est la courbe qui est en noir. Et enfin, on veut savoir comment c'est découpé, là, selon 3 agences différentes. On n'est pas capable, sur ce graphe-là, d'identifier quelle agence vient en tête
ou dans quel mois une agence est meilleure que l'autre. Alors que là, on voit sur l'année comment les agences se placent relativement. Et ensuite, on peut voir leur évolution sur l'échelle de temps et de voir chaque mois quelle agence est au-dessus des deux autres. Et pour finir sur cette slide, un autre petit truc pour gagner de l'espace, en fait, c'est de mettre juste l'initiale du mois sur toutes les évolutions temporelles. Ça permet de ne pas avoir une étiquette de date à lire qui prenne de la place et puis qui se chevauche, qui se superpose. Voilà, c'est élégant et c'est rapide. Donc là, on a vu comment remplacer certains graphes par d'autres. De manière générale, je me suis fait une petite matrice pour guider le choix des graphes selon les situations. Alors ici, on voit qu'il y a peu de couleurs, beaucoup d'usages de graphes en barre qui font l'affaire la plupart du temps. Il y a peut-être quelques graphes avec lesquels vous n'êtes pas familier, sur lesquels on va revenir. C'est notamment le bullet graph ici, le slope chart qui permet de voir une situation avant et après, le tree map qui permet d'avoir un aperçu d'une situation très complexe, et puis les boîtes à moustaches. Alors on va commencer par le bullet graph. Alors le bullet graph, c'est un graphe qui a été inventé dans les années 90 par un professeur américain qui s'appelle Stephen Few, qui a évangélisé les bonnes pratiques de visualisation de données. Ici, il s'agit de représenter 3 informations sur un tout petit espace. La barre horizontale représente l'indicateur, le réel. La barre verticale, l'objectif à atteindre. S'il y a un espace entre la barre horizontale et la barre verticale, l'objectif n'est pas atteint. Si ça se croise, l'objectif est atteint. Et l'espace représenté entre la fin de la barre et puis l'objectif nous permet de voir à quel point on est loin ou proche de l'objectif. Donc ce graphe est relativement élégant. Une fois qu'on l'a compris, il permet d'être utilisé pour comparer la performance de différents vendeurs, de différentes agences, de différentes catégories sur un même écran en prenant très peu de place. On va le voir en pratique. Donc ici, c'est tout bêtement la performance de différents vendeurs qui appartiennent à différentes équipes et qui ont différents objectifs. Donc on peut tout de suite comparer les objectifs entre eux, comparer le réel entre eux et puis à quel point les gens sont proches ou non de leurs objectifs. Mais ça va beaucoup plus loin qu'un simple pourcentage de réalisation de l'objectif. Donc un autre graphe qui peut parfois dérouter, c'est quand on a uniquement 2 dates, avant, après. Donc je l'ai dit auparavant, quand on pense évolution temporelle, on pense graphe en ligne et c'est encore valable même quand on n'a que 2 dates, avant, après, parce qu'on voit directement en fait les évolutions de toutes les catégories entre elles. Donc ici, ça permet de positionner les différents systèmes d'exploitation à la fois avant, à la fois après et de voir leur évolution relative. Ça permet aussi de raconter une histoire où on peut voir que la montée en puissance drastique de Windows 10 depuis sa mise sur le marché, il permet, si on met les choses différemment, de raconter une autre histoire. Si on groupe toutes les versions de Windows, on voit qu'en fait ça a stagné pendant que Apple a pris un point dans la part de marché. Ensuite, la boîte à moustaches. Lors d'un dernier atelier, on m'a demandé ce que c'était la boîte à moustaches. Donc pour ceux qui sont pas familiers avec ça, c'est pareil, un petit graphe assez simple et élégant qui prend très peu de place mais qui permet de représenter une distribution. Alors ça peut être une distribution d'âge, ça peut être une distribution de fourchette de prix, de panier moyen, etc. Et donc fournir beaucoup plus d'informations qu'une simple moyenne. Donc si on pense moyenne, pratiquement toujours on peut remplacer ça par une boîte à moustaches qui va nous informer beaucoup plus largement, restituer en fait la réalité par la représentation graphique de la distribution. Alors ici, en bas, on a les distributions, une distribution normale avec une courbe tout à fait symétrique. Ici, une distribution asymétrique où le plus gros de la population se trouve vers le début. Et on voit la boîte à moustaches qui change de forme, en fait, selon la distribution. Qu'est-ce que ça représente, la boîte à moustaches? C'est la valeur minimale, la valeur maximale. Et entre les deux, où se trouve, en fait, répartie l'information. Donc ici, on a la médiane. Ça veut dire que 50% de la population se trouve avant, 50% après. Ici, on a le premier quartile, donc 25% avant, 25% entre le premier quartile et la médiane. Et puis le troisième quartile. Donc en fait, sur chaque tronçon se trouve 25% de notre distribution. Donc ici, on a un graphe un peu complexe qui s'appelle le tree map, qui a été développé par quelqu'un qui voulait comprendre la partition de son ordinateur selon son arborescence et quels étaient les systèmes qui prenaient le plus de mémoire. Ça permet de représenter sur un espace relativement compact
Beaucoup d'informations, puisqu'il y a une hiérarchie entre catégories, sous-catégories et éventuellement sous-sous-catégories, et puis de 2 indicateurs. Un indicateur qui va être représenté par la taille des carrés ou des rectangles, et l'indicateur qui est représenté par la couleur. Alors ici, c'est juste les différents secteurs industriels et leur représentation sur le marché avec en couleur si ça monte ou si ça descend, donc s'il y a une inflation ou pas. Donc on peut voir tout de suite que au niveau technologie, ça est le 3e acteur. Par contre, on est en baisse sur quasiment toutes les sous-familles de technologie. Dans l'énergie, c'est le contraire. On a du bleu pratiquement partout, mais on a quelques acteurs qui sont en baisse. Donc ça permet d'avoir une compréhension globale d'une situation très complexe. Alors si on en revient à nos tableaux de bord qu'on a designés pour être ordonnés, harmonieux, fournir de l'interactivité, du feedback, avoir tous les éléments clés et des données de qualité, on veut s'assurer qu'ils fonctionnent. Parce que trop souvent, on demande à quelqu'un de nous faire un tableau de bord et puis finalement, ça fait pas complètement l'affaire et on demande à un autre analyste, dès qu'on a une question, de refaire un rapport. Donc vérifier que ça fonctionne, si les besoins ont été bien collectés, ça devrait être assez facile puisque c'est juste vérifier pour chaque besoin qu'il est satisfait. Par contre, il y a 2 façons de récolter du besoin. La première, qui a été en vogue pendant très longtemps, c'était de faire par fonctionnalité et d'être sûr que toutes les fonctionnalités étaient présentes dans l'outil. Par exemple, si on voulait designer une théière, il faut qu'il y ait un réservoir pour contenir le thé. Il faut qu'il y ait un bec verseur pour contenir le thé. Il faut qu'il y ait une poignée pour pouvoir tenir la théière. Il faut qu'il y ait un petit clapet pour pouvoir remplir la théière. Mais en satisfaisant tous ces besoins, on n'est pas sûr d'avoir un outil qui fonctionne. Par exemple, ici, on a une théière de Mazo, puisqu'on a bien le réservoir, on a bien la poignée, on a bien le bec verseur et on a bien le petit clapet pour remplir. Par contre, c'est impossible de verser du thé sans s'ébouillanter. D'où une autre façon de récolter du besoin qui est par user stories ou cas d'usage ou encore récit utilisateur. En tant qu'amateur de thé, j'aimerais pouvoir avoir du thé qui reste chaud et que je puisse me verser dans ma tasse sans m'ébouillanter. Et donc, on vérifie que tous les besoins utilisateurs ont été validés par l'utilisateur. Alors, personnellement, j'ai ma petite checklist quand je réalise un tableau de bord pour savoir si le tableau de bord fonctionne, en plus des besoins utilisateurs qui ont été émis. Est-ce qu'on peut voir si la situation est alarmante ou rassurante ? Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi? Donc ça va être le découpage en dimensions d'analyse. Est-ce qu'on peut voir si la situation s'améliore ou se détériore? Ça va être l'évolution temporelle d'un indicateur. Peut-on détecter les valeurs aberrantes ou douteuses? Est-ce que les choses qui sortent de l'ordinaire nous sautent aux yeux? Ensuite, a-t-on découvert des informations capitales ou des insights comme on les a appelés plus tôt? Peut-on répondre aux questions typiques du business en quelques clics? Et ça, c'est crucial puisqu'un tableau de bord, on a dit, ça devait être l'emplacement, enfin le lieu où on prépare des insights. Donc, il faut pouvoir répondre aux questions typiques du business en quelques clics. Et enfin, le rapport est-il validé et adopté par les utilisateurs? Donc, il y a un test qui nous a été proposé lors du dernier atelier qui est juste de regarder la tête des gens quand on leur fournit le tableau de bord avant de leur avoir expliqué quoi que ce soit. Ça peut être le premier test. Le deuxième test, une fois qu'ils ont utilisé le dashboard, c'est de savoir combien de personnes l'utilisent au bout d'une semaine, d'un mois, etc. Donc, si on met ce dashboard-là au test, on peut voir si la situation est positive ou non. Sur la première carte, par exemple, on a un petit indicateur qui nous indique qu'on est en dessous de l'objectif, mais qu'on est au-dessus de l'année précédente. Ça nous permet d'avoir du contexte et de savoir où on se positionne cette année. Ensuite, peut-on voir si la situation s'améliore ou pas? Alors, on peut voir une nette augmentation du chiffre d'affaires. Et puis là, j'avais mis en élément visuel qui servait à la fois de décoration, mais qui permet de voir sur un périmètre plus large, puisqu'il y a toutes les dates. On voit bien que le chiffre d'affaires, depuis la création des agences, augmente. Ah oui, a-t-on découvert des insights à travers ce dashboard? Y a-t-il des informations qu'on a envie de vérifier ou de partager? Donc oui, on peut voir par exemple, ici, en ayant placé le chiffre d'affaires réalisé entre le chiffre d'affaires de l'année passée et l'objectif pour cette année, qu'en fait, les objectifs 2020 étaient assez ambitieux puisqu'ils étaient 40%, exactement 40% au-dessus des chiffres de l'année précédente. On peut également voir que l'objectif a été atteint pour quelques agences seulement. Enfin, on peut voir en août qu'il y a une baisse du nombre de clients et du nombre de commandes, mais un panier moyen qui augmente. Donc ça peut peut-être commencer à déclencher quelques petites interrogations. Alors là, comme les données sont bidons, on n'a pas creusé plus profond, mais c'est le genre de réflexion qu'on veut avoir à la fin de la phase de développement d'un dashboard. Si on se pose aucune question, c'est probablement que le dashboard ne fournit pas assez d'informations.
Pour finir, une fois qu'on a un dashboard validé par l'utilisateur qui fonctionne, qui fournit les insights, répond aux questions du business en quelques clics, on veut être sûr qu'il est facile à trouver. Dans le cas d'une cuisine, c'est évident, on sait tous retrouver une cuisine dans un gîte qu'on a loué même si on ne connaît pas les lieux. Dans le cas du dashboard, c'est moins évident. Donc, il s'agit en entreprise de décider comment on va positionner ce dashboard, comment on va être sûr que l'utilisateur peut le trouver facilement. Il y a plusieurs techniques pour ça. On peut le mettre sur un SharePoint, on peut créer un hub, donc un espèce de rapport qui pointe sur tous les autres rapports qu'on utilise. Dans un outil, ça peut être sauvé en favori ou sauver un lien sur son bureau, mais être sûr que les gens qui doivent utiliser le rapport l'ont à portée de main. Donc si on récapitule, on en vient à avoir 10 commandements pour un bon dashboard. Premièrement, investir dans des données de qualité et des indicateurs de qualité. Deuxièmement, avoir tous les éléments clés qui permettent de reconnaître que c'est un dashboard et d'interagir avec un dashboard tel qu'on en a l'habitude. Troisièmement, tout tient sur un écran. Quatrièmement, on a marié différentes vis pour offrir différentes perspectives sur les données. On a mixé la forme et la fonction pour un gain d'espace et une ergonomie améliorée. On s'est assuré que le dashboard est interactif et qu'on comprend, que l'utilisateur comprend qu'il est interactif et peut interagir facilement avec lui. On a fourni du feedback qui permet de comprendre que lorsqu'on fait une action, quelque chose se déclenche et on en voit le résultat. On a fait en sorte que le dashboard soit harmonieux, ordonné, que les graphes soient alignés, puisque quelque chose qui est ordonné va avoir beaucoup plus de crédit que quelque chose qui est en désordre. Ensuite, on a fait en sorte qu'il était accessible. Et enfin, on a validé, testé avec l'utilisateur que c'était bien ce dont il avait besoin. Donc si on regroupe ces commandements en 3 catégories, on voit qu'on a un élément de fiabilité, un élément d'ergonomie, donc c'est toute la partie de design en fait sur laquelle on a passé pas mal de temps, et enfin d'adoption, où on veut être sûr que le bel outil qu'on a mis du temps à designer soit utilisé. Donc voilà, j'espère que vous avez pu glaner quelques trucs et astuces à mettre en pratique dès maintenant et me rejoindre pour changer le monde, un dashboard à la fois. Je vous invite à parcourir notre site web pour voir comment on peut vous accompagner si vous avez d'autres questions sur relooker vos dashboards.